bienvenue pour ce webinaire proposé par le collectif SI MSPDL sur la gestion du parc informatique. Donc, juste avant, on va vous rappeler quelques bonnes pratiques pour communiquer. Donc, durant la présentation, on vous remercie du coup de bien vouloir éteindre vos micros. Il y aura un temps de questions-réponses qui sera dédié à la fin de la présentation pour poser toutes vos questions. Vous pouvez également vous renommer, donc avec votre nom, votre prénom et puis la structure que vous représentez. Et puis ce webinaire est enregistré. Donc du coup, voilà, on mettra la session de présentation, pas forcément le temps de questions-réponses, mais la session de présentation sur le site internet du collectif SI. Donc, concernant ce webinaire, il est organisé par le collectif des systèmes d'information médico-sociale des Pays de la Loire. Donc, le collectif SI, en fait, il est composé de directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux ou de responsables informatiques des systèmes d'information. Ils ont il y a plusieurs objectifs pour ce collectif SI. Ça va être de sensibiliser aux enjeux du numérique, d'orienter les ESMS et de recueillir les besoins du terrain. Donc ici, vous avez un lien en fait qui vous permet d'accéder au site internet du collectif SI, où là en fait il y a plein d'informations, plein d'actualités. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et puis vous pouvez également vous abonner en fait pour recevoir toutes les nouvelles actualités. Et ici on vous a mis le contact. Si vous souhaitez contacter les membres du collectif sur une question particulière, n'hésitez pas à les contacter. Ils vous répondront, il n'y a pas de souci. Et du coup, de mon côté, donc Fiona D'Angelo, je suis chef de projet ESMS numérique au GCS e-santé et j'accompagne en fait le collectif dans ses travaux. Donc à l'ordre du jour aujourd'hui, donc il y aura la présentation de l'association Alami, parce que du coup ce sera Monsieur Philodo qui va présenter ce webinaire. Il travaille pour l'association Alami, donc il y aura une petite présentation et puis ensuite il y aura l'essentiel en fait de la gestion du parc informatique avec tout ce que ça compose. Donc je vous laisse la main, Monsieur Philodo, notamment pour la présentation de l'association Alami. Okay. Donc bonjour, donc moi forcément Sébastien Fiodo, donc je suis RSI de l'association Alami. Donc Alami, comme vous voyez du coup, c'est 10 ESMS maintenant, environ 384 usagers et puis environ 400 ETP. Donc nous on est dans le secteur PH du coup, personnes handicapées, donc avec des masses, femmes, foyers de vie et puis IME et SAD également. Donc ça touche aussi bien du coup le secteur enfant que l'adulte. Petite spécificité, c'est qu'on est sur 6 sites géographiques. On a des structures un petit peu étalées dans le 49 sur différentes villes. Donc c'est une association qui a été fondée en 1971. On a un siège social de 13 personnes pour donner une petite idée de la taille, parce que c'est vrai que la gestion de parc, c'est aussi propre à la taille des différentes structures. Donc je vais essayer de vous en dessiner des grandes lignes, mais il y a forcément un petit apport personnel là-dessus. Donc nous, on a un service siège social. Pour le SI, du coup, on est 2 personnes, donc moi-même et puis un gestionnaire de parc informatique. Et puis sur l'association aussi, petite particularité, il n'y a pas de budget à l'heure actuelle, en tout cas dédié au SI. C'est des budgets qui sont provisionnés au niveau des établissements. Donc c'est à moi de convaincre un petit peu le directeur sur les achats et les grandes lignes d'investissement à faire au niveau SI. On peut passer à la diapositive suivante. Donc moi, comme je disais, forcément à l'AMI. Ça fait 3 ans que je suis arrivé dans l'association. Avant mon arrivée, il n'y avait personne de dédié sur l'aspect, même ne serait-ce qu'informatique, sans parler des systèmes d'information. Donc quand je suis arrivé il y a 3 ans, il y avait tout à reconstruire. Et donc moi, le collègue Julien, après, est arrivé donc, du coup un an après mon arrivée. Donc, il est surtout là pour assurer le quotidien. 400 professionnels sur 6 sites géographiques. Il y a un petit peu de route entre les structures. Donc, on a fait le choix d'avoir quelqu'un en interne pour pouvoir répondre au dépannage de premier niveau. Donc, les journées types à l'AMI, c'est environ 50% du temps en dépannage quand même.
On a une grosse phase réactionnelle parce que du coup, ça fait quelques années que je suis là. On a mis en place des choses, c'est pas forcément documenté. Donc, c'est vrai que c'est important pour la continuité d'activité d'avoir tout ça. Et puis sinon, en projet en cours pour la structure, je suis en train de déployer un petit site intranet pour faciliter la communication entre les professionnels, ce qui nous est un petit peu reproché à l'heure actuelle. C'est vrai que différentes structures à différents endroits, il faut qu'on puisse avoir des projets associatifs et pas que des projets d'établissement. Et puis, on va sur la dématérialisation aussi des factures, tout ce qui est circuit de facturation. Donc la dématérialisation, je ne sais pas si c'est un sujet dans vos établissements, mais on y va par petites briques. Donc on commence par ce domaine-là. Et puis en parallèle de tout ça, on est en train de renégocier le parc d'impression à l'AMI. Voilà pour la petite présentation. On va pouvoir passer donc au sujet du webinaire, donc la gestion du parc informatique. Donc j'ai essayé de tracer les grandes lignes. Gestion du parc informatique, c'est très large. Le but, c'était de vous faire un petit, donc au moins les bases de la gestion informatique en général, et puis un petit peu les différentes spécificités qu'on peut avoir sur les établissements médico-sociaux. Donc, on peut commencer par le cadre réglementaire. Donc, c'est vrai que on manipule des données de santé. Hein. On est enfin pour la plupart d'entre vous, c'est vrai que c'est peut-être pas le cas, hein, je prends mon cas, mais donc voilà, si hébergement de données de santé, en tout cas sur les DUI notamment, il faut penser que la certification HDS est nécessaire. Donc on certifie une salle, des serveurs, etc. C'est-à-dire que tous les supports et le bâtiment lui-même, en fait, qui sert d'hébergement des données, doit être certifié HDS. Donc voilà, ce qui peut être contraignant sur nos établissements à faible budget si on héberge des données en local. Il faut éviter d'héberger des données de santé si possible, en tout cas, si on n'est pas labellisé. Niveau réglementaire aussi, au niveau des transmissions de données, donc toute donnée de santé doit être transmise de façon sécurisée. Donc c'est pour ça qu'on utilise une messagerie de sécurité de santé. Donc à l'époque, il y avait le fax, ça va commencer à s'arrêter, je pense. Alors, il repousse toujours l'échéance, mais il y a bien un moment où ça va couper. Donc le but, c'est de reposer sur les MSS pour pouvoir échanger des données, donc que ce soit en interne ou en externe. En interne, ça peut quand même être utile dans certains cas, notamment sur les dossiers de préadmission, nous par exemple. Ça peut permettre de transmettre les données médicales aux personnes médicales, nous, de façon sécurisée. Et puis après, en interne, la majorité des choses au niveau santé passe par le DUI. Et donc après, la MSS, on s'en sert aussi beaucoup pour dialoguer avec l'extérieur, donc les pharmacies, les professionnels de soins extérieurs. Donc voilà. Faut savoir que sur la messagerie sécurité de santé, on a la chance aussi de pouvoir avoir des solutions fournies par le GRAD. Alors c'est pas uniquement ça, mais c'est vrai que ça peut permettre de vous aider à le mettre en place. Et puis en dernier point, au niveau réglementaire, donc les RGPD, vous avez sûrement dû en entendre beaucoup parler. Donc c'est une norme de protection des données des utilisateurs. C'est entré en application en 2018. Ça consiste à faire des registres de données. En fait, tous les traitements de données doivent avoir un responsable, savoir qui manipule les données, dans quel but. Les données concernent quelle personne, quels moyens, où est-ce qu'elles sont stockées, et par quel moyen l'utilisateur peut demander à les supprimer. Donc, c'est pour encadrer un petit peu la gestion des données personnelles. Donc, nous, ça s'applique à tous les processus métiers, mais c'est vrai qu'on a toujours attrait à commencer par les données de nos résidents. Donc c'est vrai ils gardent des droits sur leurs données. Et puis notamment, il y a un point qu'on oublie souvent, c'est comment pour accompagner un résident qui refuse qu'on traite ses données de façon informatisée. Donc c'est un droit. On peut refuser le traitement automatique des données de par la RGPD. Donc il faut prévoir un cas de secours dans ce cadre-là. Donc voilà pour le petit point réglementaire. Donc, au niveau du DUI, donc DUI après, pour certains, alors ça dépend un petit peu le statut que vous avez, mais vous connaissez sûrement mieux que moi le DUI si vous êtes dans le secteur depuis plus longtemps. Donc, je passerai plutôt sur les petits points clés qui sont plutôt
plutôt côté technique. Vous avez sûrement le regard processus métier, etc. Donc c'est un peu pour prendre en compte les aspects un peu plus techniques. Donc l'association Alami, pour parler de notre cas, on utilise un DUI depuis 2011. Donc DUI d'ailleurs, dossier usager informatisé. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet d'avoir une fiche pour chaque résident et puis de manipuler les données qui gravitent autour. Donc voilà, nous, donc depuis 2011, on l'hébergeait au sein de notre structure jusqu'en 2019, et en 2020, on a fait le choix de l'externaliser sur des hébergeurs HDS, parce qu'effectivement, on n'était pas dans la réglementation. Donc là, au niveau de la gestion de parc, c'est avec le DI, il y a forcément des prérequis techniques, que ce soit hébergé à l'extérieur, en intérieur, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est difficile de traiter tous les cas d'usage dans un webinaire de ce type. Donc, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que les éditeurs, du coup, savent de quoi ils parlent. Donc, entre vos prestataires et les éditeurs, ils seront à même quand même de vous conseiller sur l'architecture à mettre en place. Donc, les petits points qu'il faut faire attention, c'est la reprise d'activité en cas de panne. Donc ça, c'est vrai qu'on a un DUI. Quand ça fonctionne, c'est super. Les données transitent, etc. Par contre, il faut prévoir effectivement le cas où le DUI ou l'hébergeur tombera en panne. Donc voilà, ça peut arriver. Même HDS, etc. Ils ont des contraintes, mais on n'est jamais à l'abri d'une coupure. Donc là, effectivement, il faut voir des solutions. Alors si c'est hébergé en interne, à vous de prévoir des solutions pour pouvoir, par exemple, exporter toutes les nuits les DLU de l'ensemble des personnes accueillies, de pouvoir exporter les plans de soins, des choses comme ça, ou alors de prévoir ça avec le prestataire. Si c'est hébergé à l'extérieur, forcément, ça accède via Internet. Donc, il faut que ces accès soient fiables, si possible redondés. Donc, c'est des coûts qui sont assez faibles, hein, même pour des petites structures. Hein. On peut redonder une connexion fibre par une box 4G. Hein, ça suffira très bien pour un DUI, enfin pour la majorité des DUI en tout cas. Donc, voilà. On peut aussi prévoir des contrats de rétablissement sur le contrat au niveau d'Internet, donc des garanties de taux de rétablissement en 4 heures, etc. Puisqu'une connexion Internet, ça peut couper quelques temps quand même. Il faut être vigilant lorsqu'on souscrit le contrat de maintenance au niveau des mises à jour, etc. Donc déjà qu'elles ne soient pas forcément facturées. Ça permet de rester en conformité, sur tous les aspects légaux qui peuvent sortir. Toujours une vigilance à ce côté-là. Et puis, ce qui permet aussi de faciliter l'adoption du DUI au sein de la structure, c'est l'interconnexion qu'elle peut avoir avec les autres outils existants. C'est vrai que si votre DUI, lorsque vous dites que le résident est présent, ça va aller alimenter votre logiciel de repas, par exemple, pour dire qu'effectivement, il sera bien là le midi et le soir, et qu'il faut qu'en cuisine, il prépare les choses, que son régime alimentaire, de par sa fiche DUI, c'est tel régime. Forcément, ça va être une mise en place vous gagnerez du temps en interne, et puis effectivement, l'adoption, la mise en place sera forcément beaucoup plus facile. Donc ça marche avec les cuisines, ça marche avec les logiciels de planning, gestion des équipes. Hein, plus il y a de résidents, plus il y a besoin d'accompagnement. Les factures, quand on facture les familles, etc., les tuteurs. Donc voilà un petit peu pour l'aspect DUI. Donc maintenant, on va s'attarder un petit peu sur le technique de la gestion de parc en différentes étapes. Donc on va commencer par tout ce qui est équipement réseau. Donc le besoin le plus fort, effectivement, il y a le réseau sans fil et puis filaire. Donc votre poste fixe, vous branchez au réseau filaire, là, ça a forcément un petit peu de différence. Pardon, excusez-moi. Donc filaire, effectivement, là, ça dépend beaucoup de votre structure, surtout. Donc je pourrais pas ça peut être tout simple, hein, un équipement raccordé, et puis ça permet de mettre en réseau, d'avoir Internet. Les aspects un petit peu plus techniques, c'est au niveau du Wi-Fi, où il faut avoir une attention un peu particulière. J'ai marqué besoin d'un système centralisé, c'est pour tout ce qui est mobilité. Donc un peu pour le DUI, pareil, c'est l'affichage du plan de soins quand on se balade de chambre en chambre pour les résidents, que la connexion ne s'interrompt pas dès qu'on change de bord Wi-Fi. Si l'établissement est assez grand, ça peut avoir un intérêt.
Nous, on a aussi l'attribution des médicaments, par exemple. On donne le médicament, on va le valider tout de suite sur la tablette au moment de l'attribution du médicament. Ça évite de faire des erreurs. Effectivement, on va avec le chariot, on distribue les médicaments, et après, il faut reporter sur le DUI. C'est forcément plus compliqué. Donc ça, il faut un pilotage central des bornes. Ça permet effectivement que le changement de borne ne provoque pas du tout de déconnexion. Il faut un procédé de filtrage aussi. Si vous, donc c'est vrai que proposer un accès Internet maintenant sur nos établissements, c'est devenu un petit peu la norme. Donc nous, on a des résidents qui refusent de venir de toute façon s'ils n'ont pas Internet dans leur chambre. Donc proposer Internet, effectivement, ça paraît naturel à l'heure actuelle. Faut prévoir du filtrage, donc voilà, pour pas qu'ils soient exposés à du contenu inapproprié. Sachant que moi, on a des IME du coup à l'AMI, et donc ça dépend aussi de l'éducation nationale. Donc les règles sont un petit peu plus strictes sur le filtrage. Donc il faut filtrer. On peut tracer les sites consultés pour a posteriori aussi voir s'il y a eu une consultation malencontreuse, etc., de pouvoir réagir par la suite. Et puis, il y a aussi un cloisonnement avec le réseau professionnel qui me paraît indispensable au niveau sécurité. Ça veut dire que ces personnes vont accéder à Internet via votre réseau. Il ne faudrait pas qu'elles puissent voir les données sur le serveur, accéder au IDI, quelque chose comme ça. Ça doit être des choses qui sont séparées. Donc là, si vous avez un prestataire et des choses comme ça, il y a des solutions de séparation logicielle des réseaux. Donc, il n'y a pas de... Ils sauront de quoi vous parlez. Et puis un autre aspect qui me paraît important, c'est la supervision de ces équipements. Trop souvent, on fait confiance aux prestataires. Alors, c'est vrai que si vous n'avez pas d'équipe ici, on est bien obligé. Par contre, il y a beaucoup d'outils de supervision maintenant qui existent. C'est pas à vous de réagir forcément si vous avez un contrat de maintenance, mais c'est vrai que ça vous permet de savoir quel élément est en panne quand. Donc ça peut, je l'ai mis dans équipement réseau, donc effectivement ça peut superviser des équipements réseau, ça peut aussi superviser vos accès au DUI, ça peut superviser vos postes informatiques, enfin à peu près tous vos accès Internet, etc. Donc ça vous permet soit de recevoir un mail, soit d'aller sur le tableau de bord, et puis d'avoir des remontées d'informations en cas de panne. Pour gérer des prestataires, c'est toujours plus agréable. Au niveau des ressources logicielles, donc ce qu'on peut dire, c'est que l'inventaire est très important. On en parle aussi beaucoup sur les postes informatiques. Moi, j'ai choisi de le mettre dans ressources logicielles parce que c'est quelque chose souvent qu'on oublie plus souvent que faire un inventaire du matériel. Inventaire du matériel, c'est quelque chose, même au service facturation, etc., ils ont l'habitude. Par contre, le logiciel, c'est quelque chose d'un peu plus virtuel. Par contre, effectivement, c'est très important. Ça permet, il y a des coûts de licence. Souvent, on achète un logiciel, c'est pour 5 ans. Il y a de l'argent provisionné pour maîtriser les coûts, les budgets. Voilà. C'est toujours quelque chose d'important. Je voulais faire part aussi, il y a une plateforme d'achat qui existe pour les associations. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ça permet d'avoir des tarifs, nous, en tant qu'association. Donc, il faut être une association déclarée, éventuellement reconnue d'utilité publique pour avoir le droit à ces offres. Donc, ça permet d'avoir des outils de visioconférence tels que Teams, les mails professionnels, donc qui dépendent soit de la suite Google ou Microsoft. Les deux sont gratuits pour notre part, en tout cas, sur Alami. Donc, voilà. Gestion de mails professionnels, on peut avoir du OneDrive, Google Drive, etc. Donc, ça peut permettre de manipuler un petit peu les données, faciliter la communication avec les données à l'heure actuelle. Gestion relation prestataire, donc effectivement, il y a toujours, tout comme c'est pas propre au domaine informatique, mais ce que je peux vous donner une petite astuce sur l'informatique, c'est qu'il ne faut pas hésiter à travailler avec des petites structures. Elles sont souvent plus habiles et donc déjà on a une force pour convaincre un petit peu la structure et puis on bénéficie d'une meilleure réactivité dans la plupart des cas. Et puis ressources logicielles, l'antivirus sur les postes, je pense que vous y êtes tous, je l'espère. Il faut savoir que c'est pas forcément suffisant maintenant. C'est vrai qu'il y a des solutions de surveillance réseau ou de protection de messagerie électronique qui sont assez intéressantes. Il y a les ransomware là qui
qui sont en plein boom, qui peuvent lourdement pénaliser vos structures. Donc, c'est vrai que beaucoup de ces attaques, en tout cas, passent par des mails, donc soit avec une pièce jointe verrouillée, soit un lien qui redirige vers un site. Donc, c'est bien d'avoir une protection de ce côté-là. Donc, gestion de parc, forcément, gestion des postes informatiques, c'est la première chose qui a dû vous venir à l'esprit en voyant le titre du webinaire. Donc, ce que je peux donner au conseil, c'est qu'il faut posséder un parc le plus homogène possible. Le but, c'est d'avoir une configuration la plus semblable possible sur nos ordinateurs. Donc, que ce soit version de Windows, les matériels logiciels. Ça a plusieurs avantages. C'est vrai que d'un poste informatique à l'autre, si on a la même version d'Office, les utilisateurs s'y retrouveront beaucoup mieux. De la même façon pour Windows, etc. Donc ça c'est l'aspect pour les utilisateurs. Et puis de notre côté, c'est-à-dire que s'il y a un bug sur telle version d'Office, de Windows, etc., une fois qu'on a passé un peu de temps, ou que le prestataire a passé un petit peu de temps à le résoudre, c'est vrai qu'on a la procédure. Ça prend 2 secondes après par la suite. Et puis bonne pratique lors d'un changement de version. Donc on installe une nouvelle version d'Office, une nouvelle version de Windows. On procède par quelques groupes de tests avant de déployer sur l'ensemble. Sur la gestion des achats, comme je vous l'ai dit, l'inventaire c'est important. Un coup que l'inventaire est fait, on peut se permettre de budgétiser l'achat des postes. Et donc les postes fixes, en règle générale, c'est un changement tous les 5 ans et 3 ans pour les PC portables. Ça, c'est une bonne pratique, donc qui ne sont pas forcément HS à partir de cette date, mais vous allez commencer à avoir des pannes, des lenteurs. Et puis, pour les PC portables, le but, c'est d'avoir de la mobilité. Donc, si la batterie ne fonctionne plus, il n'y a plus d'intérêt. Donc, pour les achats, ne jamais acheter des PC du commerce. Ça vous évitera, si un jour, si ce n'est pas encore le cas, d'avoir une gestion centralisée de ces machines. On peut faire plein de choses de façon centralisée, forcer l'installation de logiciels, etc. Il faut des versions professionnelles de Windows, donc il faut les acheter dans des magasins professionnels également. On peut les acheter via des centrales d'achat. Donc, secteur médico-social, on a beaucoup de centrales d'achat. Ça peut vous permettre de faire de grosses économies sur le renouvellement de vos parcs. Donc, je vous laisserai après, je pourrai vous contacter par mail si vous voulez quelques pistes de centrales d'achat qui sont disponibles pour nos structures. Et puis, pour les postes informatiques, à contrario des logiciels et des équipements réseau, on peut avoir des inventaires automatisés du matériel, puisque les PC sont des matériels communicants, ils peuvent remonter sur un serveur leurs informations, donc date d'achat, numéro de série, etc. Ça vous permet de ne pas avoir le travail à faire vous-même, et surtout si vous arrivez que l'inventaire n'est pas déjà fait, pour inventorier le parc existant, c'est toujours intéressant. Donc ça permet... donc l'inventaire, il y a des solutions complètement gratuites qui existent. Donc après, temps d'installation, coût de prestation en tout cas, mais ça marche plutôt bien. On peut passer à la gestion des appareils mobiles. Donc le besoin sur les appareils mobiles, c'est de gérer 2 choses. Donc les mobiles professionnels. Quand j'entends mobile, c'est tablettes et téléphones. Et puis de la même façon pour les usagers. Donc il y a un réel enjeu sur ces outils de mobilité. Il y a de plus en plus de données dessus. Les mobiles professionnels, il y a les mails de chacun de vos cadres. C'est des choses qu'il faut maîtriser en cas de perte de vol, etc. Ça peut être des fils d'information assez importants. Pour les usagers, le but, c'est de la même façon que je vous l'ai dit pour la partie réseau, c'est de filtrer un petit peu l'accès qu'ils pourraient avoir à Internet et puis les séparer du réseau professionnel avec vos serveurs, vos données métiers. Donc sur ce côté-là, il y a des solutions complètes dédiées possibles. Donc facturer. Et puis donc pour des grosses structures, c'est très intéressant. Ce qui peut être intéressant pour des structures, même de notre taille, nous 400 salariés, c'est largement jouable. On a une centaine de téléphones mobiles à l'AMI. On utilise ce qu'on appelle des comptes Google professionnels. Donc comme je vous l'ai dit, on peut avoir la suite Google gratuitement du fait d'une association.
Et donc, à partir de là, on peut créer des comptes Google professionnels, donc qui possèdent notre nom de domaine. Nous, c'est des @salami.fr. Et puis, suite à ça, on peut limiter les applications sur le Play Store. On peut faire des partages de photos, de données. Donc, nous, on s'en sert, par exemple, pour partager des pictogrammes sur les tablettes de nos résidents. On a des comptes professionnels et puis la base de pictogrammes associatifs, on peut leur partager. Ça permet de pouvoir communiquer avec nous. On peut également effacer les téléphones à distance, etc. Donc, ça mettre en place des verrouillages automatiques, enfin forcés plutôt. Donc, ça permet d'encadrer un petit peu ça et un petit peu de temps à passer pour le déploiement ou un coup côté prestataire, mais au niveau logiciel, en tout cas, c'est complètement gratuit pour nous et très pratique. Au niveau de la sauvegarde des données, donc bonne pratique numéro 1, effectivement, j'espère que vous y êtes tous, de mettre des données sur des serveurs plutôt que sur son poste. Un poste informatique, on peut être mal réveillé un matin, poser un café dessus, et puis on a tout perdu. Donc effectivement, toujours héberger sur les serveurs plutôt que sur son poste, mettre la majorité des choses sur le DUI, et puis tout ce qui est documents de travail après sur des serveurs externes ou internes, mais bien penser au fait qu'effectivement, sur son poste, c'est fragile, c'est mobile, on peut le perdre, il peut tomber en panne. Sur la sauvegarde des données, il faut penser à sauvegarde du DUI et puis des différents outils qu'on pourra avoir à l'extérieur. Donc DUI, souvent, les éditeurs vous font un petit peu miroiter leur sauvegarde lorsqu'ils vous souscrivez. Il faut faire attention, c'est des sauvegardes que eux maîtrisent. Vous n'avez pas forcément de rapport de sauvegarde, etc. Donc c'est bien de leur demander régulièrement s'ils peuvent vous apporter la preuve comme quoi, effectivement, les sauvegardes sont bien réalisées et fonctionnelles. C'est vos données. C'est leur logiciel, mais c'est vos données. Donc effectivement, c'est important de pouvoir savoir qu'ils sont entre de bonnes mains. Et puis de la même façon, si vous utilisez les suites Office 365 ou Google, donc vos mails, OneDrive, etc., il n'y a aucune, même si vous payez, etc., sur les niveaux les plus forts, il n'y a pas de sauvegarde prévue dans l'offre directement. Donc, si vous pensez que vos données au sein des mails, etc., sont importants, ce qui est souvent le cas, il faut penser à prévoir un outil de sauvegarde de ces solutions-là. Bonne pratique pour ces sauvegardes, c'est d'avoir une sauvegarde déconnectée, donc c'est-à-dire connectée à aucun système sous tension. Donc, ça peut être un disque dur qu'on débranche complètement. Il y a différents moyens, après, support physique, peu importe. Le but de ça, c'est que si, effectivement, il y avait une attaque d'envergure sur votre structure, donc ransomware, ça peut chiffrer tous vos serveurs et une grande partie de vos postes clients. Donc, c'est bien d'avoir ce genre de sauvegarde. Donc, déconnecter, ça vous permet d'être sûr que lors de l'attaque, ça n'a pas été chiffré. Et si on n'a pas de compétences, on fait intervenir effectivement des ressources extérieures, puisqu'il ne s'agit pas de rebrancher le disque, tout pour qu'on est sûr que l'attaque n'est pas terminée. Sinon, le disque, le support, effectivement, sera rechiffré par derrière. Et puis, sur les sauvegardes, prévoir ça paraît logique quand on l'énonce, mais on n'y passe pas forcément au début, d'avoir un second emplacement physique pour celle-ci. Donc l'incendie, foudre, etc., ça peut être des choses un peu moins courantes, mais la fuite d'eau, par contre, c'est vrai que vous avez très probablement tous une clim dans la même pièce, il y a de la condensation, etc., ça peut faire des dégâts. Donc voilà pour la partie sauvegarde de données. Au niveau sécurité, donc nous à l'association, en tout cas, il n'y a que les postes informatiques de l'association qui sont autorisés à se connecter. Les PC des salariés, etc., sont pas autorisés à se raccorder. Donc ça permet de mieux contrôler un petit peu les accès. On est sûr que tous les PC qui sont connectés disposent d'un antivirus à jour, qui répondent aux normes de sécurité, qui sont bien à jour sur tous les points. Voilà. Un autre aspect, c'est de maîtriser les accès à distance possibles sur son SI. Le prestataire, que le serveur soit chez vous ou chez lui, vous avez besoin de lui pour le support, donc il a besoin d'avoir accès, ça c'est indéniable. Il faut qu'il puisse y avoir accès. Par contre, l'accès n'est pas toujours fait dans les règles de l'art. Donc, soit ils utilisent un mot de passe 1, 2, 3, 4, ce qui est le cas pour notre solution de DUI, par exemple. Donc, ce qui pose problème. Donc, c'est bien de définir un petit peu des règles sur les accès qu'ils peuvent avoir sur votre SI. Donc, des règles de mot de passe,
d'avoir une trace, en tout cas, des accès effectués, que vous puissiez savoir à quelle date, quelle heure le prestataire a pu se connecter. Voilà, pour rester maître un petit peu de ses données, tout simplement. Et puis, bonne pratique au niveau des gestions de mots de passe. Je le vois trop souvent, les mots de passe enregistrés dans le navigateur. C'est affiché en clair, on peut l'afficher en 2 secondes sur n'importe quel poste. Hein. Donc, c'est forcément à éviter. Il y a plein de logiciels spécialisés là-dedans qui passent, par exemple, et il y en a plein d'autres. Hein. C'est le logiciel gratuit, ça vous permet, avec un mot de passe, de débloquer une base de mots de passe. Et puis, après, vous n'avez plus qu'à les copier-coller sur les différentes pages web sur lesquelles vous connectez. C'est bien d'avoir un mot de passe différent sur chaque site web qu'on se connecte. Si on se fait pirater un site, voilà, on s'est fait pirater l'accès à ce site-là et pas à la trentaine qu'on peut manipuler au quotidien. Et puis dans la même optique, ne pas laisser tous ces mots de passe. Les prestataires en ont besoin s'il a la maintenance de votre parc informatique. Mais c'est important de les récupérer pour vous aussi. Hein. On peut se fâcher avec le prestataire peut se fâcher avec un de ses techniciens. Voilà, il peut se passer des choses. C'est bien de pouvoir avoir des accès complets de son infrastructure, même si c'est pas nous qui sommes aux manettes. Donc voilà pour ce webinaire gestion de parc informatique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que j'ai vu certaines questions sur le chat. J'ai pas lu pour pas trop me déconcentrer. Oui, tout à fait, il y a des questions. En tout cas, merci Monsieur Philodeau pour ce webinaire. Donc voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en direct. Et sinon, voilà, c'était une question de Madame Loison. Donc, quel DUI utilisez-vous, l'éditeur, et serait-il possible d'avoir le nom de la plateforme d'achat que vous utilisez? Alors, il y en a plus. Alors, pour le DUI, nous, on est chez Imago d'Evolucare. Voilà, c'est hébergé à l'extérieur. C'est assez intuitif, c'est bien pour le circuit de vie du résident. Après, effectivement, il y a quelques aspects comme la sauvegarde des données et choses comme ça où ils sont un petit peu légers. Donc, voilà. Après, j'ai pas de conseils à donner. Hein, moi, sur les structures, c'est vrai que ça fait 3 ans que je suis en place. Maintenant, je commence à avoir un petit peu de recul sur les SMS. Avant, j'étais pas du secteur. Donc, c'est difficile de pouvoir comparer avec d'autres solutions aussi également. Donc, les plateformes d'achat, nous, il y a le CAIH au moins. Après, il y en a peut-être d'autres. Je crois que la CAP le fait aussi. Le RESA, je ne sais pas s'ils font du matériel informatique, mais il me semble également. Donc, il y en a plusieurs. Je pourrais vous renvoyer un petit peu, hein, si vous voulez. Mais au niveau matériel, c'est vrai que ça permet de faire des économies. Et puis, est-ce que vous utilisez une plateforme type GLPI pour la gestion de parc? Oui, donc c'est ça. Je ne sais pas si j'ai mentionné le nom, mais les postes informatiques, l'inventaire, c'est avec GLPI que ça se fait. Enfin, de notre côté en tout cas. Donc ça permet effectivement d'avoir la date d'achat, le numéro de série, un petit peu les configurations matérielles du poste de travail. GLPI, c'est une solution libre et gratuite, donc après, la charge à quelqu'un de le déployer, mais c'est ça que je pense, oui. Il faut penser à faire du tri sur GLPI. C'est vrai que c'est donc la remontée automatique. Par contre, quand vous désinstallez, vous allez recycler un poste, l'enlever de votre parc. Il faut penser aussi à l'enlever de la plateforme. Et puis, si vous avez des équipes en interne aussi, il y a beaucoup d'outils. Je n'ai pas pensé à le mettre dans ce webinaire, mais des outils de prise en main à distance de poste. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps sur des structures qui sont multisites. C'est des choses qui sont peu onéreuses. Merci à vous. Bonne journée.